Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro du 7-8 Europe de la saison. Au sommaire du magazine européen de la rédaction de TV78, Le Carré des Biffins, situé dans le nord de Paris, un espace de vente pour les personnes en difficulté sociale et économique. Le projet, qui va fêter bientôt ses 10 ans, bénéficie des fonds européens et est en lice dans le concours de la Commission européenne Regiostar. Reportage à suivre dès le début de cette émission. Lui aussi participe au concours, le projet Mélysime de la société Valotech. Il s'agit d'un brassard de mesure pour mieux contrôler au quotidien son diabète, un dispositif médical innovant dont nous parlerons avec Jean-Christophe Lourme, le président justement de Valotech. Le casting est enfin au complet. Les plus hauts postes politiques de l'Union européenne disposent désormais de nouvelles têtes pour les 5 prochaines années. Fruit d'une entente entre les chefs d'État et de gouvernement du continent, cette sélection en dit long sur les équilibres politiques en Europe, nous dira Grégory Canalé, journaliste de la rédaction de TV78. Un espace social et solidaire, c'est sûrement de cette manière que l'on peut caractériser le Carré des Biffins. Ce marché situé dans le 18e arrondissement de Paris fête cette année ses 10 ans. Sa principale particularité, il est réservé aux vendeurs en difficulté sociale et économique. Sur place, pas de nourriture, mais uniquement des biens de récupération. Ce lieu atypique bénéficie notamment des financements des fonds européens. Il est actuellement en lice pour le concours Regiostar de la Commission européenne avec d'autres projets franciliens. Reportage. Des chaussures, des jeux vidéo ou encore des livres. Dans l'obscurité du pont, on se croirait aux puces de Saint-Ouen. En réalité, ce marché, c'est celui des Biffins. Les vendeurs à la sauvette du quartier profitent depuis 10 ans d'un espace réservé sur lequel ils peuvent vendre en toute légalité des produits récupérés. L'activité des Biffins, c'est l'activité qui structure à terme les puces en fait. C'est les vendeurs à la sauvette qui progressivement se structurent, deviennent marchands et prennent une activité en pignon sur rue, etc. Et en fait c'est ça qui fait qu'un jour il y a les puces, quoi. Un tremplin pour des personnes en situation de grande précarité économique. Le Carré des Biffins, c'est aussi un lieu d'accompagnement social pour les 270 adhérents. C'est un levier pour sortir de la pauvreté. Ça empêche que les gens soient obligés d'aller le mendier, d'aller tout le temps à la mairie pour un oui et pour un non. Bon, là, le week-end, on est tous là, chacun se débrouille. Et on est fiers de pouvoir gagner notre premier coup, c'est très difficile. On a à peu près 50% des personnes ici qui sont dans des hébergements précaires, voire sans hébergement du tout, qui appellent le 115 pour avoir une place la nuit et qui viennent travailler ici pour survivre. Survivre en vendant des biens de récupération pour pouvoir ensuite se nourrir ou payer une partie de son loyer. Du samedi au lundi, une centaine de vendeurs se relaient chaque jour sur place. Bien implanté désormais dans le paysage populaire du 18e arrondissement, le Carré des Biffins bénéficie des fonds européens. À l'automne, un événement spécial sera organisé pour fêter les 10 ans de son installation. Et je vous le disais, il y a donc 4 autres projets franciliens bénéficiaires des fonds européens qui sont en lice pour le concours Regiostar de la Commission européenne. Parmi ces projets, celui porté par la société Valotech. Nous recevons à présent son président, Jean-Christophe Lourme. Bonsoir. Bonsoir. Valotech est spécialisé dans le développement de dispositifs médicaux actifs et vous travaillez notamment en ce moment avec d'autres partenaires sur l'élaboration d'un brassard. Alors moi je résume ça ainsi pour contrôler plus efficacement le diabète. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre projet, nous expliquer en quoi consiste ce brassard concrètement? Est-ce que déjà c'est un brassard comme on peut le supposer? Alors on a une partie physique qui peut prendre la forme d'un brassard ou d'un patch, mais la solution globale qu'on développe, c'est une solution pour accompagner les patients diabétiques de type 2 et leur permettre de gérer plus efficacement leur maladie. Un patient à l'heure actuelle, il voit son diabétologue 1 à 2 fois par an et il se retrouve bien seul pour savoir quoi faire lorsqu'il est dans une situation un peu complexe. Et donc nous, la mesure de cette glycémie via le patch ou le brassard, elle nous permet de savoir ce qui se passe sur le patient et après de pouvoir l'accompagner pour prendre la bonne décision au bon moment
par rapport à son état de patient diabétique. D'accord, donc avec ces dispositifs-là, vous pouvez les suivre, on va dire, au jour le jour, au quotidien, et peut-être les alerter sur des signaux négatifs ou autres? Alors, sur les patients diabétiques de type 2, ce sont des patients qui découvrent leur maladie à la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. La plus grande difficulté, souvent, c'est le diabète. Il est quand même très aggravé du fait d'une hygiène de vie où il y a des choses qui sont assez négatives pour l'évolution du diabète. Et le but, c'est d'éviter les conséquences de la maladie sur le long terme, l'amputation, la perte de la vision, les maladies cardiaques, les dialyses, tout ça. Et ça nécessite de savoir bien doser son insuline, mais aussi peut-être limiter un peu tel repas, faire un peu plus d'activité physique. Et donc nous, comme on peut voir grâce aux mesures qu'on fait sur le patient, on peut voir ce qui se passe et on intègre de l'expertise de diabétologue, on va pouvoir l'accompagner au bon moment pour lui dire attention, là ça serait préférable peut-être d'avoir un dîner un peu plus léger puisque le déjeuner a été copieux et d'avoir telle attitude et adapter par exemple le traitement de telle façon. Et ne pas le faire tous les 6 mois uniquement lorsqu'on voit son médecin. Et techniquement, comment ça marche, ce dispositif, cette innovation médicale? Alors techniquement, on a des capteurs qu'on développe avec des laboratoires de 2 universités. Alors pas trop loin, on a l'université Paris-Sud et on a aussi l'université Paris Diderot, avec lesquels on travaille sur ce développement de capteurs pour aller mesurer la glycémie sur chaque patient. Et on va prendre en compte aussi des informations d'activité physique pour pouvoir adapter les conseils qu'on va pouvoir donner aux patients. Et on a le développement aussi de toute une partie sur une application sur le smartphone qui permettent de communiquer avec le patient et de l'accompagner au bon moment lorsqu'il en a besoin. Alors vous le disiez, vous êtes plusieurs entités à travailler sur ce brassard, ces dispositifs en général. Vous travaillez Valotech depuis 4 ans dessus, vous bénéficiez des fonds européens depuis 3 ans. Où en est aujourd'hui concrètement le projet? Est-ce qu'il y a une commercialisation en vue à moyen ou long terme? Donc on est sur des projets de ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, donc où on veut prouver de façon réelle lors d'essais cliniques qu'il y a une efficacité pour le patient. Et donc là, on a développé l'épreuve de concept des capteurs, l'épreuve de concept de la partie application. Et donc là, on va rentrer, on a un petit essai clinique, si vous voulez, qui est en cours à la PHP, à la Pitié-Salpêtrière. Et on va faire d'autres essais cliniques qui vont démarrer l'année prochaine. Et donc là, on est toujours dans une phase de développement et de preuve qui vise à avoir un dispositif commercialisable à la fin 2022. Quand on parle de ce type de dispositif, c'est des temps très longs, notamment pour le secteur médical, pour ce qui touche à la santé? On est sur des développements qui sont toujours relativement longs. Et je dirais, plus on est sur des sujets qui sont techniquement complexes, par exemple la mesure de la glycémie sur un patient, c'est pas simple. Il y a des parties accompagnement et expertise. Et donc on va avoir un projet qui va être rythmé par des développements techniques, des preuves en faisant intervenir des mesures sur des patients et des tests techniques pour s'assurer qu'on n'est bien évidemment pas dangereux pour le patient et que quand on donne un conseil, c'est bien le bon conseil. Pour ce projet, les fonds européens, c'est 400 000 euros sur un coût total de 900 000 euros. Est-ce que ces fonds européens, sans ces fonds européens, plutôt vous auriez pu ne pas développer, travailler là-dessus, ça aurait pris plus de temps? On n'aurait pas pu développer une des parties du projet pour donner un ordre de grandeur un petit peu global. Nous, ça représente 11 millions d'euros au global. D'accord. Et donc, on a des investissements que nous, la société, réalise sur ce projet-là. On a des fonds européens que vous évoquiez, mais on a aussi des fonds français, puisqu'on a été lauréat aussi d'un gros projet dans le domaine du diabète, avec des fonds qui ont été apportés par l'État français. Pour conclure, un mot plus général sur Valotech. Vous êtes sur l'aide au développement de dispositifs médicaux, donc pas uniquement celui-ci évidemment. En fait, il y a des porteurs de projets qui ont des idées et vous leur apportez le soutien nécessaire, logistique, scientifique, j'imagine, pour nous, on est issus nous-mêmes d'un laboratoire de recherche. On est issus du laboratoire SATI de l'ENS de Paris-Saclay, anciennement ENS Cachan. Et donc on est une équipe, je dirais, de scientifiques et de chercheurs. Et on a, par exemple, quelqu'un dans un hôpital, un médecin qui va avoir une idée de dispositif qui permettrait d'améliorer un diagnostic ou le traitement sur un patient. Mais il n'a pas forcément les ressources techniques pour pouvoir faire ce développement. Il n'a pas forcément la connaissance des parties réglementaires. Il n'a pas forcément
la connaissance pour savoir comment il va pouvoir accéder au marché, être remboursé. Et donc nous, on va accompagner ce médecin, cette start-up, cette PME qui est en train de développer de nouveaux dispositifs pour compléter sa gamme. Nous, on va les accompagner de l'idée à la cinquantaine, les 50 premiers prototypes pour aller prouver que le concept marche et qu'il peut être commercialisé. Et le Sésame, c'est le marquage CE du dispositif. Et les téléspectateurs peuvent aussi vous appuyer, vous soutenir en votant éventuellement pour vous dans le cadre du concours. Donc je rappelle le concours RegioStar de la Commission européenne. Il y a 4 autres concours franciliens qui participent aussi à RegioStar. Il faut se rendre pour voter sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Jean-Christophe Lourme d'être venu sur notre plateau. Merci de nous avoir éclairé sur vos travaux. Merci à vous. L'Europe à 28, c'est bientôt du passé. Le Brexit devrait être effectif le 31 octobre prochain et amputera donc le continent d'un de ses pays membres. Il y a 6 ans, tout juste, la Croatie, elle, réalisait le chemin inverse et intégrait l'Union européenne. C'est le dernier pays à l'avoir fait. L'histoire de cette intégration réussie nous est racontée par Philippe Le Guen, coordinateur pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, basée dans les Yvelines. On se souvient tous de l'ex-Yougoslavie dans les années 90 et de la terrible guerre civile qui s'est déroulée une fois que cette Yougoslavie se désagrégeait. Donc effectivement, on a en Europe une responsabilité quand même morale à faire entrer les pays de cette ex-Yougoslavie qui sont maintenant indépendants et les faire entrer dans l'Union européenne. Cependant, il faut savoir que pour entrer dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle l'acquis communautaire, qui est finalement le socle de toutes les lois et réglementations mises en œuvre depuis 70 ans, qu'il faut d'abord digérer et intégrer dans ses propres lois. Donc pour la Croatie, il y avait effectivement beaucoup de pain sur la planche. Et puis il y a toujours les chapitres liés à la question de la démocratie, des droits de l'homme, de la justice et de la sécurité, qui sont des chapitres, je dirais, sur lesquels on ne peut pas transiger. Autant peut-être on peut accepter qu'un pays ne soit pas tout à fait à jour de sa législation sur certaines normes et qu'on lui laisse un certain temps pour s'adapter ensuite. Autant sur ce sujet-là, c'est très important que les pays soient évidemment tout à fait conformes à l'acquis communautaire sur le plan juridique, dans le domaine de la justice, de la police, de la démocratie, de la liberté de la presse, etc. Donc là-dessus, il fallait que la Croatie, évidemment, travaille sans doute plus, puisqu'elle était encore dans un régime d'après-conflit, avec le problème notamment de certains dirigeants militaires qui étaient recherchés par le tribunal international de La Haye, puisqu'ils étaient accusés d'avoir commis des crimes de guerre. Donc il a fallu évidemment retrouver ces personnes, les traduire en justice. Et à ce moment-là, je dirais, c'est ce qui a débloqué aussi la situation sur les autres chapitres. Moyennant quoi, aujourd'hui, la Croatie est un bon élève de l'Union européenne. Donc la Croatie, qui n'est pas encore membre de l'espace Schengen, fait tout pour le devenir et rentre dans les critères. Et sur le plan aussi économique, la Croatie va rejoindre sans doute le club de l'euro dans les prochaines années. Donc je dirais que on a globalement réussi l'examen de passage de la Croatie. Les tractations auront donc duré un peu plus d'un mois. Les dirigeants européens sont finalement parvenus à s'entendre il y a quelques jours sur un casting pour les plus hauts postes politiques de l'Union européenne. Parité, équilibre Est-Ouest, conséquences politiques. On fait le point avec Grégory Canalé, journaliste de la rédaction de TV78. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Le choix qui a fait le plus couler d'encre et susciter de nombreux débats, c'est celui de la présidence de la Commission européenne. Oui, et c'est une première dans l'histoire du continent. Une femme a été
été choisie par les chefs d'État. L'Allemande Ursula von der Leyen, issue d'une droite plutôt sociale, actuellement ministre de la Défense en Allemagne. Elle est une proche d'Angela Merkel. Ursula von der Leyen présente l'avantage en tout cas d'être francophone et francophile. Alors son nom, Nicolas, n'est pas sorti tout de suite dans les tractations suite au blocage sur d'autres profils et notamment l'opposition d'Emmanuel Macron d'accepter la candidature d'un autre Allemand, Manfred Weber, jusqu'alors favori puisque candidat du PPE. C'est le parti qui est arrivé en tête des élections européennes. Le président français souhaitait pour ce poste quelqu'un avec plus d'expérience politique. Les autres postes, Grégory, ils sont au nombre de 4. Que nous disent-ils aujourd'hui des équilibres politiques après les élections européennes du 26 mai justement ? Premier enseignement, la vieille Europe, les vieux partis font de la résistance. Le président du Conseil européen est un Belge, le ministre des Affaires étrangères est espagnol, le président du Parlement européen est lui italien. Enfin, la Banque centrale européenne aura une présidente française. Aucune place donc pour le nord de l'Europe, ni surtout pour l'Est. Évidemment, certains ont critiqué ce choix entre pays fondateurs de l'UE, des partis qui ont condamné donc ces choix. Les Verts européens, malgré leur poussée électorale, n'ont rien obtenu. Et puis, plus attendu, l'extrême droite, elle, est absente de ce casting. Alors, précisons, Grégory, que ce soit pour la présidence de la Commission européenne ou le haut représentant aux affaires étrangères, ils devront encore obtenir la semaine prochaine la confiance et la majorité du Parlement européen. Ça sera dans la semaine du 15 juillet. Pour le moment, rien n'est sûr sur le sujet. Le Parlement, justement, il est composé de commissions pour son travail au quotidien. Et là aussi, il y a eu des choix qui ont été faits. En effet, 4 Français vont présider l'une des 22 commissions du Parlement européen. Nathalie Loiseau, l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron, sera à la tête de la sous-commission sécurité et défense, mais surtout Pascal Canfin, élu sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, qui prend la tête de la plus grosse commission, celle de l'environnement. Et ce sujet sera évidemment central pour les 5 prochaines années. Évidemment. Pour conclure, Grégory, peut-être un mot sur les eurodéputés qui viennent des Yvelines. Ils sont 3, on en avait reçu 2 récemment dans l'une de nos émissions. François-Xavier Bellamy, l'ancienne tête de liste des Républicains et adjoint à la mairie de Versailles, siégera au sein de 2 commissions, Industrie, Recherche et Énergie et celle de la Pêche. Mounir Satori, élu vert des Mureaux, prendra place aussi au sein de 2 commissions, Emploi d'un côté et de l'autre Sécurité et Défense. Enfin, Mathilde Androuet, secrétaire départementale du Rassemblement national, sera membre de la commission du développement régional. Merci beaucoup, Grégory, pour toutes ces précisions. Prenons un peu de hauteur à présent pour terminer ce 7-8 Europe et parlons d'espace. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, l'homme marchait sur la Lune. Il était alors américain. Depuis, l'Europe s'est aussi dotée d'ambitions spatiales, avec notamment le programme Ariane. Quels pays sont les plus investis? Quelle politique spatiale pour l'Europe? On fait le point avec les précisions d'Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. L'Union européenne dispose d'une agence spatiale européenne, et c'est notre équivalent européen de la NASA, qui a pour vocation de développer plusieurs projets. On peut notamment citer par exemple le cas de Galileo, qui est grosso modo le GPS européen. On a eu notamment par le passé, on a eu Rosetta, qui était en fait une sonde spatiale qui a été envoyée sur un astéroïde qui était en mouvement. Et on peut enfin citer Copernicus, qui est un réseau de satellites qui a pour vocation de collecter des données, notamment pour tout ce qui est l'évolution de l'environnement et d'aider notamment à la lutte contre le réchauffement climatique. L'industrie spatiale joue un grand rôle en Europe parce que cette industrie spatiale va s'appuyer soit sur des conglomérats qui existent au niveau européen, on peut citer notamment le cas de Airbus qui est le plus gros conglomérat qui existe au niveau européen, soit va s'appuyer sur des industries spatiales et aéronautiques qui existent au niveau national. On peut par exemple citer l'aérospatiale au niveau français, on a par exemple BAE Systems notamment pour le Royaume-Uni. Ce sont des grosses entreprises, et qui dit grosses entreprises disent aussi des entreprises qui emploient beaucoup de monde. On estime qu'à peu près plus de 29 000 personnes sont employées et travaillent dans le domaine de l'aérospatiale. Certains pays européens ont des projets assez atypiques en matière d'aérospatiale.
Par exemple, si on prend le cas du Luxembourg, ils ont notamment décidé de développer un projet d'exploitation minière concernant des minerais qui se trouvent sur des astéroïdes. Donc concrètement, à terme, l'idée serait d'envoyer des appareils pour aller dans l'espace, atterrir sur ces astéroïdes, collecter certains types de minerais ou certains types de matériaux et les rapatrier sur Terre. Donc le Luxembourg espère commencer ce projet notamment à l'horizon 2020-2021 et a notamment décidé d'allouer plus de 200 millions d'euros à la réalisation de ce projet. C'est la fin de ce dernier numéro du 7-8 Europe de la saison. Je suis très heureux de vous avoir accompagné durant cette année électorale ô combien importante pour le vieux continent. Pendant les vacances, toutes nos émissions, tous nos reportages, toutes nos interviews sont évidemment à retrouver sur le site internet tv78.com. Je vous souhaite un très bel été à tous et à très vite.